Certaines contrées de notre pays ont reçu en l'espace d'une nuit la totalité, sinon le double du taux annuel de la pluviométrie. C'est le cas de Rigrig, dans le Nord Kanem, aux confins du Niger. Que faire face à une telle avalanche de pluie qui ne va pas non plus sans poser quelques soucis d'ordre pratique? Dans l'urgence, le chef de l'État a ordonné le décaissement de plus d'1 milliard de nos francs. Ce fonds devrait apporter assistance et consolation aux sinistrés. Aujourd'hui, alors que le sinistre est encore perceptible et que les pluies par endroits continuent de tomber, il semble que le malheur des sinistrés a fait le bonheur des autres. Selon toute évidence, la stratégie adoptée sans aucune concertation pour la prise en charge de la catastrophe a montré ses limites. On ne peut pas s'improviser urgentiste. La gestion d'une catastrophe ou d'un sinistre requiert un minimum de savoir-faire et une bonne dose de probité, une bonne volonté et une disponibilité à toute preuve, pour le moins suspecte, ne suffisent hélas pas. À dire vrai, la distribution de cette manne n'a malheureusement obéi que relativement à l'orthodoxie et au finish, les sinistrés au nom desquels l'État a ponctionné le trésor public ruminent l'air sinistre pendant que l'État, lui, est doublement grugé. Un minimum de discernement aurait permis de tenir compte des habitudes alimentaires pour ne pas envoyer du sorgho, par exemple, dans le nord-ouest du pays où cette graminée ne fait pas partie des habitudes alimentaires. Un exemple parmi tant d'autres. Si on demandait les avis des concernés, on aurait pu mieux les aider. Nous avons tous que les rapports entre les populations et les chefs traditionnels sont restés à la limite coloniaux et donc exécrables. La gestion de la chose publique est une responsabilité devant l'histoire, qui plus est quand il s'agit de sinistres. Comment blinder sa conscience et rentrer chez soi le soir alors que les sinistrés marqués à vie restent désespérément attristés, alors même que l'État nous a donné les moyens de soulager leur souffrance. Bien que sous le choc, la personne qui la veille a passé une nuit blanche sans toit, sait sans doute ce qu'il faut mieux dans tous les cas que l'agent public envoyé par la puissance publique pour l'aider à garder espoir. Il se pose manifestement une asymétrie d'approche, sinon de pédagogie. Par endroits, le recensement des sinistrés confiés aux soins de personnes peu recommandables a donné lieu à un vrai trafic, sinon un marchandage éhonté. Nos consciences sont-elles si sinistrées que la pitié, qui est une marque commune à nous tous, ainsi qu'à nos amis les animaux, cette pitié a-t-elle quitté définitivement le Tchad? C'est pourtant au nom de cette pitié que les animaux les plus forts et les plus faibles, les plus grands et les plus petits, arrivent à cohabiter dans la même brousse. Il est vrai que l'homme, par nature, est nécessité. Pendant la colonisation, on nous désignait tous par le terme générique d'indigents. Le revenu par tête d'habitants est de moins de $1 par jour. Mais est-ce suffisant de procéder par la soustraction, qui plus est quand il s'agit des sinistrés? C'est à se demander finalement si l'hôpital qui se moque de la charité. Vivement lundi prochain. Éditorial de la semaine signé Ahmad Makaïla. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a accordé ce matin une audience à un groupe de journalistes et des médias américains. Le Tchad est un pays plein de richesses qui mérite d'être découvert. Le déplacement de ces journalistes au Tchad s'inscrit dans ce sens, n'est-ce pas, Assirana Bakar? Il s'agit d'une équipe de journalistes de la CBN, Christian Broadcasting Network, une chaîne de télévision américaine. Cette équipe qui a fait le déplacement de N'Djamena sur invitation des autorités italiennes a eu ses premiers contacts formels avec le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les échanges ont duré environ 1 heure. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a alors briefé ses interlocuteurs sur la situation générale du pays. Un pays vaste avec d'immenses richesses qui peuvent séduire aussi bien les curiosités visuelles que scientifiques. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a invité par conséquent ces hommes de médias américains à le découvrir. Une telle proposition ne peut que réjouir les journalistes, toujours en quête de scoop et de sensationnel. À sa sortie d'audience, le chef de délégation, Col Little, n'a pas caché sa satisfaction des échanges qu'il a eus avec le chef du gouvernement. Ceci n'est que le début d'une collaboration qui promet d'être palpitante.
Ce groupe de journalistes des médias américains a eu des séances de travail ce matin avec les personnalités du pays. La délégation s'est rendue tour à tour à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Information et à la Direction générale de l'ONRTV. Compte rendu à Doum Abdelkader. La CBN s'inscrit désormais en partenaire du Tchad dans la lutte contre la pauvreté. Ce groupe de médias américains à caractère chrétien est venu notifier son engagement aux autorités tchadiennes, d'où la présence des responsables de la CBN au bureau du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadzi. Le patron de ce groupe de médias, tout en présentant son institution au président de l'Assemblée nationale, déclare que son organisation s'engage à œuvrer auprès du Tchad dans le domaine du développement rural et de la santé. Des préoccupations chères au président de la République dans son mandat actuel devait souligner le président de l'Assemblée nationale à son note du jour. La CBN est intéressée également par d'autres secteurs au Tchad, notamment celui de la communication, son domaine de compétence. C'est pourquoi l'équipe s'est rendue au ministère de l'Information et de la Communication où elle a été reçue par le secrétaire général du gouvernement, Samira Damanour, assurant l'intérim du ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Avec les responsables de ce département, il s'est agi essentiellement de partenariats que la CBN envisage d'établir dans le transfert de compétences et d'échanges d'expériences. Selon Michael Dilit, le groupe de médias CBN souhaite installer une antenne au Tchad. Des échanges, des programmes audiovisuels sont également prévus. Pour mieux s'imprégner de la réalité, la délégation s'est rendue à la direction générale de l'Office national de radiodiffusion et de télévision où elle s'est entretenue avec les différents chefs de service. Les responsables de l'ONRTV ont émis le vœu de bénéficier de 50 ans d'expérience de ce groupe de médias. Signalons que le Conseil supérieur des affaires islamiques a organisé hier soir au Novotel La Tchadienne un dîner en l'honneur de cette délégation. À ce dîner sont conviés plusieurs personnalités du pays et des représentants des différentes communautés religieuses. C'est un pas de plus que le Tchad vient de franchir dans la consolidation de la paix, a déclaré le président de CBN, Michael Dilit. Canal France International, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Information et de la Communication, organise une formation thématique sur le reportage court. Cette formation se déroule du 1er au 6 octobre ici à N'Djamena. Grand Gatchamirima. 6 jours d'échange et de partage entre les journalistes et les formateurs de Canal France International. C'est le cas de l'Institut supérieur de formation professionnelle qui est retenu pour la formation dont le thème est axé sur les reportages courts concernant la thématique de la ville et de l'urbain. La cérémonie a vu la participation des membres du gouvernement, des responsables de l'Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad et bien d'autres invités. Le secrétaire général du gouvernement, représentant son collègue de l'information et de la communication, qualifie le partenariat CFI-ONRTV de bénéfique et actif car il permet de mieux outiller les agents de la communication afin d'assurer convenablement leurs fonctions. Aujourd'hui, avec le concours de nos partenaires, une formation en conception et écriture de reportages courts de 4 à 6 minutes sur la thématique de la ville et de l'urbain s'ouvre. Cela atteste que notre évolution est positive. C'est l'occasion pour moi de saluer le partenariat actif entre le département de l'information et de la communication et Canal France International. La présente formation a été rendue possible grâce à la sollicitude de notre partenaire CFI qui a accepté d'accompagner notre télévision nationale depuis le lancement de ces programmes. Au terme de leur formation, les 5 journalistes venus du Niger, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Tchad vont réaliser un reportage court dont la durée n'excède pas les 6 minutes sur la thématique de la ville et de l'urbain. Le produit sera diffusé au sommet des chefs d'État à Dakar au Sénégal en décembre prochain. Les pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne tiennent leur 57e session pour la 2e fois à N'Djamena. L'objectif de cette session est d'évaluer les réalisations du comité, partager les expériences et avoir une vue panoramique de l'avancement du projet et de la réalisation de la route transsaharienne qui est un facteur d'intégration pour l'atteinte de l'amélioration des conditions de transport économique du continent. La 57e session du comité de la route transsaharienne, qui se tient pour la 2e fois consécutive à N'Djamena, permettra aux États membres du comité d'évaluer le parcours de l'organisation et de faire des projections. Les 6 États membres qui sont Algérie, le Niger, le Mali, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad vont étudier les voies et moyens lors de cette session pour la réalisation de l'un des 9
grands axes routiers transafricains appelés routes transsahariennes. Et c'est pour le développement durable et de l'intégration continentale. Le secrétaire général du comité n'a pas manqué de souligner les objectifs visés par son institution depuis sa création pour le désenclavement des régions déshéritées, la réduction des coûts de transport ou encore l'augmentation des niveaux d'échanges commerciaux. En premier lieu, nous examinerons l'état d'avancement du projet de la route transsaharienne dans chacun des pays pour en tirer les enseignements et nous enrichir mutuellement pour la définition des tâches futures à accomplir et éventuellement l'entraide lorsque cela est faisable. Bedoumna Kordje, ministre du Plan et de la Coopération internationale, a pour sa part mis l'accent sur l'importance de ce projet pour le lac Tchad menacé de disparition. Selon lui, c'est une opportunité pour mettre en œuvre des synergies d'action pour la sauvegarde de ce patrimoine international en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Tchad, de par sa position de plaque tournante, entend jouer son rôle de premier plan dans la réalisation du projet de la route transsaharienne. Cette préoccupation est pour nous une raison suffisante pour accélérer la mise en œuvre de notre projet. C'est aussi, sans doute, la raison pour laquelle nous venons d'apurer tous nos arriérés de cotisation, car le règlement des cotisations conditionne l'existence de notre organisation. Ce projet renforcera sans nul doute la solidarité entre les peuples africains, souligne le ministre à la présidence chargé des infrastructures et équipements. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a célébré la journée ce matin au CEFOD. Une journée placée sous le thème « Changer les villes, créer des opportunités ». Estelle Abdelkader. La question du développement du Tchad en matière de l'habitat, d'infrastructures, d'énergie et d'environnement est au centre des préoccupations des cadres initiés du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. À la faveur de la Journée mondiale de l'habitat, édition 2012, les agents se sont réunis pour réfléchir sur la problématique de l'urbanisation en vue d'interpeller les partenaires du développement urbain sur la situation du Tchad. Changer les villes, créer des opportunités, ce thème interpelle les nouveaux élus sur leurs tâches et permet aux participants de préparer des stratégies à mettre en place. Les manifestations de cette année viennent juste après le Forum mondial urbain tenu à Naples, en Italie, au début du mois de septembre, et à la veille d'Africité qui aura lieu à Dakar en décembre prochain. C'est donc une occasion pour les acteurs tchadiens de s'informer sur les questions et de préparer les stratégies à mettre en place en vue d'actions concertées. La question des outils de planification des villes, la politique de l'habitat au Tchad, le permis de construire et l'appui aux collectivités locales pour le développement des villes sont entre autres des sujets qui feront l'objet des débats. La présentation des problèmes auxquels font face les citadins, l'ouverture aux partenaires avec les autres acteurs du développement urbain ne sont pas perdus de vue. La célébration de la Journée mondiale de l'habitat a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies par la résolution 4042A du 17 novembre 1985. Autre volet de l'actualité nationale, une mission conjointe UNICEF, ministère de l'Information et de la Communication, vient de séjourner dans les régions du Guéra et du Bata. Objectif de la mission, mettre en évidence la situation sur le terrain et de la crise nutritionnelle dans la bande sahélienne. Ahmadiyya Abbas. La région du Bata Ouest semble être la plus touchée par la crise nutritionnelle. À 17 km de la capitale du Bata, plus précisément à Lamka, la malnutrition s'est vue durement. Les personnels médicaux du centre appuyés par les agents de la Croix-Rouge locale et française reçoivent 15 à 20 cas par jour des enfants malnutris modérés. Pourquoi cette crise nutritionnelle et comment se développe-t-elle? Tant que les mamans ne prendront pas conscience qu'il ne faut pas donner autre aliment que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc les enfants de moins de 6 mois tomberont toujours en malnutrition. Mais si les mamans prennent conscience, s'approprient du sujet pour dire que jusqu'à l'âge de 6 mois, je ne donnerai pas de l'eau à mon enfant, déjà nous luttons, nous prévenons la malnutrition au moins de 6 mois. À l'hôpital d'Ati, le centre nutritionnel thérapeutique installé afin d'accueillir les enfants malnutris est presque vide. C'est une journée non ouvrable, nous confirme cet infirmier de garde.
Pour le gouverneur de la région du Bata-Ouest, la crise de la malnutrition demeure un problème sérieux dans sa région. Nous avons initié beaucoup des axes d'intervention et de suivi de l'évolution de la situation sur le terrain. C'est pourquoi la mise sur pied de CRA, Comité régional d'action, création d'un cadre de concertation avec la délégation sanitaire, la région et les partenaires intervenant sur le terrain. Tout en saluant l'implication des partenaires humanitaires dans cette lutte commune contre la crise de la malnutrition, Garbo Dioum Médar Jacob demande l'implication des autorités administratives, traditionnelles et religieuses dans la bonne gestion des intrants livrés à la population par les partenaires humanitaires. Selon les données statistiques sanitaires de la région du Bata-Ouest, plus de 11 500 enfants étaient dépistés malnutris en 2011. La journée de France volontaire deuxième édition a été célébrée aujourd'hui, une journée commémorée tous les 1er octobre de l'année. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France au Tchad, du ministre de l'économie et du plan et de la coopération internationale. Le point avec Niébédé Vincent Kendi. Présente dans 55 pays du monde, parmi lesquels le Tchad, France Volontaire est une plateforme associative de solidarité internationale, d'éducation populaire des ministères et des collectivités locales. À l'initiative des pouvoirs publics et du monde associatif, la journée France Volontaire est lancée officiellement le 1er octobre 2009 par l'ancien Premier ministre français François Fillon. La journée du volontariat français, c'est la journée qui célèbre un peu l'engagement et la solidarité des volontaires français au Tchad. Et donc on les célèbre au niveau du Tchad pour montrer en fait au public que des volontaires français apportent leur contribution au développement économique et social dans des secteurs aussi divers. La particularité pour le Tchad, c'est qu'il y a un très grand nombre de volontaires de solidarité internationale qui interviennent au Tchad. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, l'engagement volontaire occupe une place particulière et repose sur la conviction de tous les citoyens du monde. Et cela implique un devoir de solidarité et de responsabilité. À travers ce volontariat, faire l'apprentissage d'une certaine manière de cette coopération internationale, en découvrir tous les charmes, tous les bénéfices, tout ce qu'on peut en tirer, mais en découvrir aussi bien sûr toutes les difficultés. Je sais que c'est pour tous un grand challenge. J'ai eu plaisir à inaugurer il y a quelques semaines maintenant la maison du volontariat qui a été mise en place au Tchad. Je souhaite que toute cette démarche de volontariat arrive petit à petit à prendre vraiment toute la place qui lui revient. Le représentant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale demande à France Volontaire de renforcer les capacités des cadres nationaux dans la formation et de recruter les jeunes tchadiens pour des missions volontaires sur le plan international. Depuis le début de l'année en cours, plus de 100 jeunes volontaires participent aux activités de cette organisation, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé ou encore des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Vous l'avez constaté, la cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre du Plan. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la rentrée des classes. Elle est officiellement lancée à Mongo, dans la région du Guéra, par le ministre de l'Enseignement secondaire, en présence de son collègue de l'enseignement supérieur. Une occasion pour les conseillers techniques à la présidence chargés de l'éducation de procéder à la remise des kits scolaires aux élèves démunis. Un don de la première dame Hinda Déby Itno. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Et pour constater l'effectivité de cette rentrée, notre reporter Mohamed Abakar Seydouna a fait un tour dans quelques établissements de la capitale. Voici son reportage. La rentrée des classes prévue ce jour 1er octobre 2012 débute très timidement, surtout du côté des élèves des écoles primaires, des collèges et lycées publics. En ce premier jour de la rentrée scolaire, les enseignants de l'école Sabangali, ceux de l'école du centre, du CEG et lycée de la Concorde, ainsi que ceux de la plupart des établissements publics tournent les pouces. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les élèves. Confection des emplois du temps, répartition des élèves dans les salles de classe, nettoyage et noircissement des tableaux.
mais seulement les élèves ont brillé par leur absence. Nous avons constaté que vraiment la rentrée, vraiment, on peut dire qu'elle est effective théoriquement, mais vraiment pratiquement sur le terrain, il n'y a pas eu d'engouement. On a lancé le communiqué à la radio pour leur dire qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Comme ici, ce n'est pas un centre d'examen, normalement les cours doivent être fonctionnés normalement par rapport aux autres lycées. Chez nous, ce n'est pas un centre d'examen. Certains parents d'élèves évoquent les raisons qui ont empêché leur progéniture à venir à l'école. Lorsque j'étais à la maison, on me disait que le secteur sont en grève, les cours n'ont pas débuté. Il y a le problème de moyens aussi qui pousse. Le problème de moyens qui pousse, vraiment, on est sorti difficilement. Il y avait aussi le problème des grèves. Si du côté des établissements publics la rentrée traîne, dans la plupart des écoles privées, les élèves ont effectivement renoué avec les cours. Cette rentrée coïncide avec la session spéciale du baccalauréat prévue pour le 2 octobre. Dans les différents centres d'examen, les tableaux d'orientation et les numérotations des tables bancs sont presque établis. Les candidats à cette seconde session du bac n'ont qu'à se référer à ces listes pour regagner leur salle d'examen. Opération de reboisement dans les régions du Sila et du Logone occidental. Ce sont les gouverneurs des deux régions qui ont lancé les activités en présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires. Niébédé Vincent Kendé. À Gosbi, dans la région de Sila, ce sont 300 plants qui sont mis en terre et c'est la cour du tribunal de première instance qui a servi de cadre pour la cérémonie. Le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo, qui a présidé la cérémonie, a précisé que l'objectif de la semaine de l'arbre vise à lutter pour la conservation de la biodiversité, l'atténuation des effets du changement climatique et enfin le couvert végétal dans le souci de réduire la pauvreté. Au terme de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Sila a encouragé toute la population à entretenir ces plants, car une plantation non entretenue est une plantation ratée, a-t-il conclu. Dans le Logone occidental, c'est le gouverneur de la région, Haroun Saleh, qui a lancé la semaine de l'arbre. Le lycée de Balaba est le site choisi pour le lancement des activités. En tout, 1171 plants sont mis en terre. Dans son mot de circonstance, le gouverneur du Logone occidental a exhorté la population à entretenir des plants afin de faire face au désert qui avance à grands pas. Revenons à N'Djamena où le président de l'association pour l'action citoyenne a fait un point de presse. Mahmoud Ali Seïd a situé l'opinion nationale sur les activités de son association et a fait une lecture sur le contexte socio-politique du pays. C'était ce matin au CEFOUD. Suivez un extrait de sa déclaration. Notre association est beaucoup plus axée sur le soutien aux actions en matière de la population, notamment le volontariat, l'intervention pour soutenir les personnes défavorisées, les personnes démunies. Notre action s'inscrit dans un cadre beaucoup plus philanthropique. Nous pensons que cette paix chèrement acquise ne pourrait être compromise par des actes contestables à plus d'un titre. Dieu seul sait combien les convictions sont difficiles à faire évoluer. Tout de même, nous n'allons pas avec le dos de la cuillère pour dire à tous les acteurs de la vie politique, aux syndicalistes et en filigrane à toute la population que la seule issue adéquate pour que le Tchad continue dans sa lancée actuelle est la paix sociale et politique saupoudrée par une dose de conscience citoyenne. En sport, la 7e journée du championnat de football de N'Djamena s'est achevée avec le match qui a opposé hier au stade Idriss Mohamed Ouya à Escoton Tchad à Foula Edifice. Un match remporté par Foula Edifice sur le score de 3-0. Innocent Kilayo. Avant le temps du match, Foula Edifice était à 4 longueurs du leader provisoire Gazelle FC. Les poulains de Manu Boukar qui tiennent à rattraper Gazelle FC sur le classement ont démarré le match avec vivacité. Mais ils se sont heurtés à une équipe d'Ascoton Tchad bien en place. Les verts et blancs vont tenir en échec Foula Edifice jusqu'à la fin de la première partie. Des retours de vestiaires, les sociétaires de Foula Edifice soumettent Ascoton Tchad à un rythme accéléré. Une forte pression qui oblige les Cotonniers à lâcher en défense.
Les joueurs de Foula Édifice en profitent pour marquer successivement 3 buts. Avec cette victoire, Foula Édifice maintient toujours le suspense dans le classement provisoire. Les poulains de Boukarmanou sont seulement à une longueur du leader provisoire. C'est un match qui a beaucoup plus d'enjeux pour nous. Nous ne sommes pas bien entrés dans le match, mais au retour des vestiaires, il y a eu des incorrections qui ont été faites et la différence s'est faite dès la 5e minute. Nous sommes encore pour le championnat parce que nous sommes seulement à un point du champion qui est Gazelle. À la 8e journée, 2 derbys. Il s'agit de celui qui mettra aux prises Renaissance Football Club à Foula Édifice et Gazelle à Elexport. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.